Vous m'entendez? D'abord, je voulais remercier toute l'équipe de l'APM de m'avoir invité ici, dans ce lieu tout à fait honorable. Bizarrement, moi qui suis si subversive, ça me fait quelque chose. Je suis en plein dedans. Voilà. C'est vrai que le féminin, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, de mettre quelque chose en avant de ce côté-là. D'ailleurs, je ne vais pas arrêter de parler de ça. Et voilà, et surtout la psychanalyse, que je pense qui aujourd'hui est un peu quand même en difficulté. Et c'est vrai que de ça, je me bagarre beaucoup pour soutenir une parole toujours ouverte de ce côté-là. Et dans tout, au niveau, pour essayer de la réintégrer dans l'institution, la réintégrer à l'université et surtout de la faire circuler un peu partout, en France et à l'étranger. Voilà, ça c'est très, très important et ça c'est un combat qu'on doit avoir ensemble. Voilà, alors donc, dans le cadre de ces conférences, apparemment j'étais repérée pour la question du genre. Donc je vais orienter ma démonstration, je vais essayer de l'orienter pour parler du malaise dans le genre, que j'ai sous-intitulé « Rien ne va plus entre les sexes ». Donc je vais orienter ma démonstration sur deux axes. Il me semble qu'il y a deux axes bien distincts à repérer sur cette question-là. Et tous les deux, ces deux axes participent donc à ce malaise dans le genre, participent en parallèle, et en même temps, ça n'arrête pas de se croiser. Voilà, donc je vais parler de ces deux axes. D'abord, je vais faire un état des lieux. Donc j'ai essayé de vous présenter un état des lieux du changement entre les sexes. Alors, pourquoi un état des lieux? Parce que dans le rapport homme-femme, il me semble qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup modifié. Les femmes aujourd'hui, il me semble qu'elles agacent beaucoup les hommes. Donc du coup, eux sont devenus plutôt réservés. Voilà. Ils ont perdu quelque chose de leur belle assurance et n'ont plus d'emprise sur leur partenaire comme avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de leur pouvoir, peut-être, qui leur échappe. Ils pensent que les femmes, et ça c'est ce que l'on dit, ce que j'entends souvent, ils pensent que les femmes cherchent aujourd'hui à dominer les hommes. Voilà, bon. C'est comme si quelque chose donc s'était renversé dans les sexes. Et c'est vécu par certains même comme une catastrophe. D'autant qu'il y a une flambée du mouvement MeToo, qui n'a rien arrangé, voilà, qui les a bien surpris et qui les a beaucoup déconcertés. On en entend beaucoup parler, il y a eu beaucoup de conséquences, beaucoup parlé dans les Kurdes. Alors c'est vrai que les femmes, elles ont changé dans leur comportement. Elles se sont décalées de leur place d'objet de plaisir pour eux. Elles sont devenues comme eux, elles sont devenues indépendantes, libres de leur sexualité, avec beaucoup moins de culpabilité. Ça c'est important, elles sont beaucoup moins culpabilisées aujourd'hui. Donc ce fameux deuxième sexe se met aujourd'hui spontanément, beaucoup plus spontanément à la hauteur du sexe viril. Et ça inquiète la masculinité. Je parle de masculinité, ça l'angoisse. Du coup les hommes ont le sentiment de devenir à leur tour, leur objet. Enfin, il y a une angoisse de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en gros, face à ce féminin devenu voyant, bruyant et décomplexé, leur souveraineté à eux, elle semble avoir chuté. Ils se sentent menacés. C'est-à-dire qu'ils vacillent, ils doutent. Bref, c'est le grand malaise au masculin. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de demandes d'analyse chez les hommes, plus qu'avant, aujourd'hui. C'est-à-dire que visiblement, ils ne comprennent plus rien aux femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour ça. Alors la question de Freud, que veulent-elles? Ça n'a jamais été aussi présent dans la tête des hommes qu'aujourd'hui. Et c'est vrai, que veulent-elles pour se mettre à ce point en avant, pour prendre la parole, comme eux, pour avoir les mêmes ambitions qu'eux, et faire des enfants quand elles le veulent,
sur le tard, de plus en plus, hein, et même sans eux, puisqu'on a maintenant, on a quoi? On a les distributeurs de sperme, hein, et tout le dispositif médical qui va avec. D'ailleurs, du côté des patients, j'observe vraiment ce malaise quand, par exemple, quand ils racontent qu'ils croisent une femme, quand ils croisent une femme dans l'escalier ou dans l'ascenseur, eh ben c'est l'angoisse maintenant. Ils se sentent presque fautifs de leur désir. Voilà. Leur désir, c'est quoi, hein? C'est de vouloir les séduire. Puis même pour les femmes, des fois, c'est bien agréable d'être séduite. D'ailleurs, moi, voilà, ça m'a posé question, cette histoire. Eh bien, ils culpabilisent. Voilà, les hommes, ils culpabilisent de leur désir. Hein? Et je crois que ça, c'est un sacré changement, déjà, dans le rapport des sexes. C'est-à-dire qu'elles, elles culpabilisent moins, pendant qu'eux, ils commencent à culpabiliser. Et inversement, les femmes, qui sont devenues beaucoup plus partantes, hein, pour le coup, du côté du sexe qu'avant, hein, du coup, elles ne comprennent pas la réticence des hommes à leur égard. Voilà, alors aujourd'hui, elles n'hésitent plus à des rencontres d'un soir, sans pour autant se considérer d'ailleurs comme des nymphomanes. C'est très bizarre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, voilà. Alors qu'avant, elles se sentaient en faute, là non. Elles additionnent les amants, même allègrement, et couramment, eux, alors comment ça se passe? Donc, il y a la nuit, et le lendemain, ils repartent, tout gentils, ils envoient un petit SMS pour dire merci, super, t'as été super, etc. Et plus rien, plus le lendemain. Donc forcément, elles y comprennent rien. Alors qu'autrefois, eux, ils étaient très séducteurs, très entreprenants. Aujourd'hui, on voit bien que dans la clinique, la sexualité, ça angoisse les hommes, et surtout, ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'est-ce qui les angoisse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les angoisse chez leur partenaire. Du coup, les femmes viennent aussi en séance pour interroger ce masculin qui est devenu incompréhensible pour elles. Et voilà que maintenant on entend, alors ça, voilà que maintenant on entend, mais qu'est-ce qu'ils veulent eux, hein? Chez Freud et chez Lacan, c'est qu'est-ce qu'elles veulent. Mais maintenant on entend qu'est-ce qu'ils veulent eux, pourquoi ils ne me désirent pas, et qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour qu'ils ne donnent pas suite, alors que tout s'est bien passé. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'est-ce qu'ils veulent là, c'est un renversement quand même. C'est-à-dire que ça peut nous étonner, mais peut-être pas autant que ça. Parce que du point de vue psychique, je pense que quelque chose du côté du désir a surtout retrouvé quoi? Ben, un certain pied d'égalité. C'est-à-dire une égalité, je parle au niveau psychique là, hein, une égalité structurale du désir entre les deux sexes. Hein, c'est important quand même de savoir que cette parité structurale existe en fait depuis toujours. Il y a toujours une parité structurale, je parle de structure du désir, quoi. C'est-à-dire entre les deux sexes, c'est un invariant même, voilà. Mais un invariant qui s'est retrouvé effacé dans le champ et le discours culturel pendant des siècles. C'est-à-dire que ça s'est retrouvé effacé par l'idée, par le préjugé, que le masculin, eh ben lui, il était forcément dominant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer, donc, ce rapport entre les sexes? Ou plutôt, qu'est-ce qui a remis à niveau le féminin par rapport au masculin? Et du coup, qu'est-ce qui provoque ce malaise? Je dirais presque ce malentendu entre entre les femmes et les hommes, et qui finalement provoque quoi? Bah, provoque aussi un flottement dans le choix du genre. Donc on va dire que ce basculement spectaculaire entre les sexes s'opère en fait, bon ça date à peu près, ça fait on va dire 30-40 ans, hein, et ça s'est accéléré donc depuis 2 ans, notamment avec le phénomène MeToo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors à mon avis, ce qui s'est passé, c'est la révélation de la bisexualité psychique par les féministes. Ou plutôt, c'est son émergence comme retour du refoulé. C'est-à-dire que c'était déjà théorisé par Freud, il y a plus de 100 ans, cette histoire de bisexualité psychique. Mais la répression
du féminin a forcément en même temps réprimé sa découverte. Sachant que Freud lui-même a souvent buté sur cette notion tout au long de sa recherche. En fait, la bisexualité psychique, comme fait de structure, elle a toujours existé, elle a toujours œuvré. Le côtoiement du féminin et du masculin, ça a toujours été. Et ça s'est toujours conjugué. Mais jusque-là, le patriarcat, qui a un raisonnement strictement masculin, c'est-à-dire une sorte de mythologie, moi je suis un peu sévère des fois, mais bon, une sorte de mythologie masculine quand même. Le patriarcat, ça relève de l'imaginaire, le patriarcat, ça n'a rien de symbolique, c'est très important, il y en a qui disent que c'est symbolique, pas du tout, c'est de l'imaginaire. Le patriarcat avait mis en place une logique de pensée qui faisait croire qu'il y avait une hiérarchie entre les deux sexes. Sauf que cette croyance a surtout servi de système de défense. Voilà, un système de défense pour précisément faire barrage à quoi? À la féminisation, c'est-à-dire la féminisation psychique. La féminisation psychique, la féminisation existe, a toujours existé, a toujours existé chez les deux sexes, voilà, puisque c'est structural. Mais cette logique masculine, basée uniquement sur l'idée erronée que eux l'avaient et pas elles, le phallus, permettait aux hommes d'avoir l'emprise sur leurs femmes, ça permettait de figer leurs désirs à elles, de les réduire à l'état d'objet, comme on sait, et donc de pouvoir ainsi échapper, eux, à ce qui pouvait leur rappeler cette trace structurale que laisse la féminisation. Alors quand je parle de ça, je parlais de la féminisation par le père, que Freud démontre dans Analyse avec fin, Analyse sans fin, et dans l'abrégé. C'est-à-dire que la féminisation, c'est quoi? C'est la castration. Voilà. Alors, rappelons que le féminin ne pouvait, jusqu'il y a peu de temps, être assigné qu'aux femmes. La castration, alors par erreur, et peut-être par petit arrangement, on va dire, a toujours été fantasmée à partir de l'anatomie du corps réel. C'est-à-dire que dans la tête des hommes, mais aussi dans la tête des femmes, la castration ne pouvait affecter que le sexe féminin. En bref, les hommes se débarrassaient de leur tendance féminine en rejetant ce dit préjudice sur les femmes. Et elles croyaient à ce préjudice, donc, qui était réservé à leur sexe. Elles y adhéraient même, c'est-à-dire elles y adhéraient, culpabilisées de se croire insuffisantes, pas finies, faibles, incapables de penser, etc. Tout ce que, voilà. Et justement, par rapport à ça, il y a cette histoire d'envie du pénis qui a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué dans cette émergence du féminin, en fait. Puisque c'est à partir de ça que les féministes ont revendiqué le phallus, le confondant d'ailleurs avec le pénis. Et heureusement qu'elles ont fait cette confusion. Heureusement, parce que ça a fait émerger, c'est ça qui a fait émerger la bisexualité psychique. Avant, le genre masculin provoquait chez les femmes une sorte, on va dire, une sorte d'amplification du pénis-ned. C'est-à-dire qu'à elles, ça leur faisait très envie, le phallus. Ça leur faisait très envie. C'était vécu comme si le monde phallique leur était interdit. Et justement, c'était de ça dont elles avaient réellement envie. Voilà. C'est-à-dire, tout comme les garçons, on sait. C'est-à-dire qu'avant, on les traitait d'hystériques quand elles étaient dans la satisfaction, etc. etc. Tout comme les garçons, la structure des filles, on le sait, elle passe aussi par ce stade de développement phallique. Voilà. Sauf que le pénis-ned avait, en tout cas jusqu'à il y a peu, avait plutôt une connotation pathologique, renvoyant les femmes à une insuffisance. Mais quelle insuffisance? C'est-à-dire à un manque organique. C'était toujours renvoyé sur un manque organique. Voilà, je pense que là, il y avait une grosse erreur. Donc, elles étaient déçues
forcément par leur anatomie. Alors que finalement, hommes et femmes ont un manque en eux. Mais ce n'est pas cette histoire de manque organique. Voilà. Sauf qu'en fait, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas forcément être, comment dire, être des hommes. Elle voulait surtout, comme eux, hein, ce qu'elle vivait à ce moment-là très mal, elle voulait surtout, comme eux, avoir le même pouvoir qu'eux. Et donc être respectée pareil. Ce qui n'est pas pareil, c'est pas avoir envie du pénis, c'est avoir le même pouvoir et être respectée comme eux, ils l'étaient. Parce que eux, en tant qu'hommes, pas de problème. Elle, il suffisait qu'elle soit femme, et tout de suite, c'est les salaires abaissés, etc., etc. Donc voilà. Donc elle voulait donc surtout être respectée comme eux, et donc pour moi, je me suis rendu compte hein, au fil des séances de la clinique, etc., des femmes, le discours des femmes, etc., que le pénis-ned, quand c'est pas assumé, quand il n'est pas assumé par une femme, hein, quand il n'est pas assumé par une patiente, ce n'est pas forcément parce qu'elle parle de son organe qui lui manque, c'est pas de ça, c'est qu'elle souffre d'un désir phallique réprimé. Hein. C'est-à-dire, en gros, elle souffre de se sentir coincée quelque part, de ne pas avoir la liberté de penser, la liberté de désirer, etc. C'est ça le pénis-ned, hein. C'est vraiment important. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est pour ça aussi que certaines d'entre elles, eh ben, elles se faisaient opérer. Pour avoir un sexe d'homme, parce qu'elles pensaient de façon magique que ça allait leur donner le pouvoir des hommes. C'est complètement magique l'histoire des opérations. Voilà, ça va leur donner le pouvoir des hommes et ça allait susciter sur elles, alors ça c'est vrai, elles espèrent que ça suscite sur elles un regard différent. On n'est pas regardé pareil quand on est femme et quand on est homme. Voilà. Donc elles ne sont pas, voilà, donc il me semble que ces femmes-là ne sont pas celles qui passent à ce stade de l'opération, elles ne sont pas psychotiques ou perverses du tout, elles sont plutôt, ce sont plutôt des névrosés qui en ont assez de se sentir méprisés, infériorisés ou vus comme un objet sexuel, en tout cas minorisé. Voilà. Donc, ça a participé, cette histoire de pénis-ned, pathologisé, etc., ça a participé à une banalisation du transsexualisme chez les femmes. Du coup, ce que je pense, là, c'est qu'avec ce fameux mouvement MeToo, là, je fais le pari, on verra bien, que la demande de changement de sexe vont diminuer chez les femmes, puisque maintenant elles sont de plus en plus, elles prennent la parole, elles sont de plus en plus reconnues, voilà, il y a les choses se disent, elles parlent, parce qu'aujourd'hui elles parlent. Donc si elles parlent, elles vont peut-être plus avoir besoin de se transformer. Donc cette domination masculine, il faut quand même savoir que ça a été une souffrance incroyable pour les femmes. C'est-à-dire que ce fantasme masculin de prétendre que d'avoir le pénis, c'est avoir le phallus, et donc elle ne pouvait l'avoir, ça a mis en erreur, donc il faut le savoir quand même que ça a mis en erreur pendant des siècles, le monde des sexes. Ça a été un énorme malentendu entre les hommes et les femmes. Voilà. Alors du coup, j'en reviens à la bisexualité psychique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la bisexualité psychique, hein, c'est que sa mise à jour, ça a fait chuter cette défense phallo-patriarcale. Et donc, ça a fait chuter avec elle, hein, par rapport à cette défense masculine, ça a fait chuter avec elle ses préjugés, c'est-à-dire cette idée du sexe mâle qui serait dominant, et donc ça a fait chuter en même temps ce fameux pénis-ned sur son versant organique. Du coup, cette révélation de la bisexualité psychique qui œuvre, hein, en sourdine en tout cas, cette révélation dérange, ça bouscule les repères, parce que ça met en exergue quoi? Ben forcément, ça met en exergue le féminin. Un féminin qui concerne les deux sexes, hein, et auquel les hommes ne peuvent pas échapper. Et forcément, avec cette part de féminisation qui leur revient, eh ben, ils ont peur de perdre une certaine emprise. Donc, d'où certainement
certainement ce trouble flagrant qu'on observe aujourd'hui dans le rapport des sexes et dans le rapport du genre, le rapport au genre. C'est-à-dire que ça flotte, hein, ça flotte de partout en ce moment. On est dans une période où tout flotte un peu, hein, ça flotte aussi dans le pouvoir, etc. Donc aujourd'hui, il y a un féminin qui s'impose et ça crée un malaise du côté du masculin. Du coup, j'ai observé que le masculin, il y avait quelque chose qui se divisait en deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie d'hommes aujourd'hui qui restent fixés sur le modèle patriarcal, toujours, voilà. Donc eux pensent leur virilité en danger et ils redoutent d'en être dépossédés. Et il y a en même temps ces hommes de la jeune génération qui, eux, assument plus facilement le féminin en eux, et donc il y a beaucoup moins de machisme aujourd'hui, il me semble. Voilà, mais comme le désir décomplexé des femmes les trouble aussi, hein, et les rend un peu réticents finalement, du coup, eux se questionnent sur leur propre genre. Et par exemple, hein, il y a beaucoup de jeunes gens qui finissent par dire, hein, par douter de leur hétérosexualité, et se demandent si finalement ils ne sont pas homosexuels. Voilà. Donc ça, c'est une observation clinique actuelle. Donc la bisexualité psychique, hein, depuis qu'elle est sortie de sa répression patriarcale, et donc du fait de ces deux types de masculinité qu'on rencontre aujourd'hui, la bisexualité psychique, elle génère deux phénomènes majeurs dans notre société. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le féminin fait monter quand même la haine chez les hommes, hein, et c'est pas sans conséquence dans le rapport homme-femme, mais aussi dans notre civilisation actuelle. Et de l'autre, ça a mis le genre en exergue, avec l'idée que que le genre pouvait se démultiplier, ce qui n'est pas sans répercussion non plus, surtout sur les dérives de notre hypermodernité. Donc, le premier axe, ce masculin qui a la haine du féminin, c'est très important, hein. C'est-à-dire que ça participe grandement au malaise dans le genre. Il y a une montée, à mon avis, hein, donc c'est un panorama quand même un petit peu large que je fais, hein. Il y a une montée de haine dans notre société qui est assez spectaculaire, hein. Il me semble qu'avant, dans notre quotidien, on était plus dans l'insouciance et que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, il y a du côté de la virilité cette nécessité de plus en plus croissante de terroriser quand même, de terroriser l'autre, hein, l'autre qui affiche sa jouissance sur le terrain social par exemple, ou sur le terrain du désir. Voilà. Alors forcément, cette égalité du désir, révélée entre les deux sexes, est mal vécue par ceux qui continuent à prôner justement, hein, la domination du sexe masculin. Si on constate qu'il y a une remise en question flagrante de la masculinité, comme je disais, face à un féminin qui s'est émancipé, en revanche, on peut aussi constater que ça régresse ailleurs complètement. Hein, moi, je trouve qu'au niveau social, il y a une énorme régression quelque part. C'est-à-dire que ça régresse, par exemple, en Occident, hein, chez les hommes attachés, donc, certains hommes qui sont attachés à leur pouvoir, on va dire, hein, que ce soit pouvoir, comment dire, intime ou social, etc. Voilà. Par exemple, comme chez certains intellectuels, comme vous avez tous entendu parler de Zemmour, etc., qui a peur de perdre sa masculinité. Et donc, on peut retrouver ça aussi chez les populistes d'extrême droite, mais il y a aussi ceux des cultures plus orientales, ou plus religieuses, ou plus extrémistes, des cultures plus extrémistes, ou en tout cas plus paranoïaques, et donc plus virilistes. Voilà. Il y a quelque chose de très viriliste, quelque part, en ce moment. En contrepoint, c'est-à-dire qu'en contrepoint de ce désir féminin libéré, je constate, moi, qu'il y a une violence qui s'accroît de façon proportionnelle. Hein, de l'autre côté, il y a un féminin qui se libère, et de l'autre côté, il y a une violence qui s'accroît de façon proportionnelle. Du coup, il me semble qu'il y a quelque chose parfois qui se radicalise. Voilà. Alors ce n'est pas seulement sexiste, hein, je ne parle pas seulement du sexisme ou du féminicide, qui a toujours existé. Les femmes qui meurent malheureusement sous le coup de leur conjoint, ça a toujours, voilà, il y a toujours eu. Voilà. En fait, le symptôme, aujourd'hui, là,
est devenu plus politique, il me semble, et même beaucoup plus meurtrier. C'est-à-dire que ce féminin qui flambe, ça a déverrouillé la haine masculine, qui aujourd'hui fait symptôme. Voilà. Alors c'est quoi ces nouveaux symptômes de notre société, hein, dans cet axe-là, dans cet axe-là? Alors il y a par exemple ces phénomènes très conservateurs et antiféministes, comme le masculinisme. Hein, le masculinisme, c'est un truc qui monte en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui proposent des formations pour apprendre aux hommes à être des hommes, des vrais. Voilà. Alors il y a un article que j'ai lu là sur Internet qui explique que des hommes se regroupent maintenant, hein, pour renouer avec la posture virile du nationalisme traditionnel. Ils associent l'homosexualité au féminin et à la faiblesse. Ils apprennent donc à être et à rester un homme, voire même il y aurait 77 règles à respecter pour développer et pérenniser leur masculinité. Voilà, ça c'est un symptôme, le masculinisme. Il y a un autre symptôme, bon, celui-là il est très... je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est cette question qui, moi, me chagrine, ce retour au voile. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. Mais c'est vrai qu'on peut quand même constater que, par exemple, en France, il y a 30 ans, ça se voyait que rarement. Voilà. Alors là, moi aujourd'hui, par exemple, le dimanche, si je fais mes courses dans les magasins, les fringues, etc., et ben, toutes les caisses, ce sont des femmes voilées maintenant qui sont aux caisses. Voilà. À la fac, maintenant aussi, hein, de plus en plus, les étudiantes maintenant portent le voile, etc. Alors c'est un peu compliqué des fois pour parler de la sexualité infantile, mais on y arrive quand même. C'est bien, ça apporte... voilà. Ça va jusqu'à mon téléphone, c'est-à-dire que vous connaissez les emojis, etc. Quand j'écris le mot femme, c'est une femme voilée en emoji qui sort maintenant sur mon iPhone. Hein. Bon, voilà, bon, ça pose question quand même. Donc, c'est presque devenu, cette histoire de voile, c'est presque devenu une sorte de provocation. Et cette histoire de voile, ça régresse aussi, mais ça régresse aussi dans le monde musulman. Hein, comme en Tunisie, en Iran. Par exemple, cette pauvre avocate iranienne, hein, qui va subir voilà, une sanction absolument horrible. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit que pour une histoire d'anatomie, alors qu'elle défendait le droit des femmes et des femmes qui ne voulaient pas porter le voile. Hein. Et c'est vraiment très grave, parce que pour une histoire d'anatomie, on voit bien comment les hommes peuvent avoir des réactions extrêmement archaïques, mais très archaïques, jusqu'à l'archaïsme de la sanction, les coups de fouet, etc. C'est complètement incroyable à notre époque, quoi. Du coup, cette peur croissante du féminin, hein, donne justement prétexte, ça donne prétexte aussi, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, à un renforcement religieux, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une surinterprétation des textes qui sont de plus en plus moralisants et de plus en plus humiliants par rapport aux femmes. Comme symptôme, il y a aussi cette vague de terrorisme, hein. On a vu, en s'acharnant à éliminer la jouissance de l'autre, il y en a qui pensent récupérer comme ça une toute-puissance perdue. Voilà, il y en a plein qui ont peur d'avoir perdu leur toute-puissance. Par exemple, dans un article qui s'appelle « Quand les virilités partent en vrille », la romancière que vous connaissez certainement tous, Nancy Houston, voilà, qui a écrit un article, explique que les jeunes qui aujourd'hui se tournent vers Daesh, c'est un article de 2016, hein, quand ils se tournent vers Daesh, c'est parce qu'ils ne se supportent pas. Voilà. Ils se sentent, je la cite, hein, ils se sentent beaucoup plus faibles, beaucoup plus poreux, beaucoup plus féminisés. Donc ces jeunes transforment leur terreur intime en terreur politique. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement ça la haine du féminin. C'est une angoisse intime du féminin projetée sur l'autre en le terrorisant. Et donc le symptôme de la sphère politique, hein, il y a aussi cette montée extrémiste néolibérale. Voilà, donc j'en parlais un petit peu quand même parce que ça fait partie du lot. C'est-à-dire que ça se présente comme une sorte d'excroissance, hein, il y a une sorte d'excroissance phallocentrique. C'est-à-dire que face à la crainte d'une virilité qui serait déchue, hein, on peut justement observer aujourd'hui
comme système de défense un déploiement surviril du côté des pouvoirs politiques. Alors, la preuve, c'est que l'Occident se braque beaucoup ces derniers temps, hein, et ça bascule dans des pouvoirs extrémistes. Hein. Il y a cette montée du populisme, par exemple. Il y a la démocratie qui perd quand même beaucoup terrain. C'est le radicalisme et ces diktats d'extrême droite qui reviennent de plus en plus sur le devant de la scène, hein, alors comme en Autriche, en Turquie, en Hongrie, et aussi il y a l'histoire du fameux Brexit aussi qui participe un peu à ça. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, ce sont ceux qui deviennent chefs d'État alors qu'ils n'ont même pas d'expérience en politique. Alors ça, c'est de plus en plus. Hein, par exemple, il y a le nouveau président de l'Ukraine, là, voilà, c'est un humoriste, où il y a Trump, hein, quand même, qui est antidémocrate et donc qui n'a jamais fait de politique, et voir notre gouvernement aussi, il y a beaucoup, voilà. Hein, voilà. Donc, bon, donc ça se généralise, je vais dire. La haine monte. L'Occident se braque. Mais ça se braque contre quoi, en fait, hein? C'est-à-dire que l'alibi actuel, c'est de se braquer, par exemple, contre l'immigration. L'exemple de l'immigration, moi, ça m'interpelle, parce que ça montre bien que l'autre, hein, l'autre, l'étranger, c'est l'inconnu. L'autre, le voisin, devient aujourd'hui, tout de suite, un phénomène à risque. Hein, une sorte de grand autre, on va dire, parce qu'il angoisse. Voilà. Et il angoisse parce que forcément, on imagine qu'il va faire quoi? Eh bien, qu'il va nous faire sa loi. Alors, ce que je veux dire, c'est que si le féminin donne l'impression d'être une menace, c'est en rapport avec ça. Voilà. C'est-à-dire que cette féminisation qui émerge de la bisexualité psychique et qui s'infiltre partout, ça vient en connexion directe avec l'autre. Donc avec l'autre, avec l'altérité, avec l'étranger, qui fait sa loi. Et donc, qui fait quoi? Bah, qui fait vriller la virilité. Alors pourquoi je dis que c'est en rapport avec le féminin? Parce que l'autre, qui impose sa loi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il féminise. Voilà, il féminise. Hein. Alors, je ne sais pas si, je vais peut-être pas me faire des amis, là, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la rue à Paris, hein? Il y a bien quelque chose de très subversif qui se passe en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un basculement entre le pouvoir et le peuple. Il y a quelque chose qui est en train de se basculer entre le pouvoir qui a peur de se faire féminiser par le peuple et qui ne veut pas céder parce que s'il cédait, c'est qu'il accepterait la féminisation. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'impression, tous les samedis par exemple, que c'est le peuple qui féminise le phallocentrisme de l'État. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors, je ne vais pas parler de notre président, mais un tout petit mot quand même. Hein, c'est que Macron, quand même, il subit en ce moment, il subit quoi? Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais la castration qu'il n'a encore jamais rencontrée. Il se passe ça en ce moment. C'est-à-dire qu'il est, avec son histoire de jupitérien, là, c'est le 1 d'exception. Il y a cette histoire de 1 d'exception, et pourtant le 1 d'exception, il faut savoir que ça n'existe pas. Voilà. Lui-même, il est féminisable comme tout le monde. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que du coup cette histoire-là, et puis bien d'autres, du fait de cette haine qui monte contre le féminin, contre la féminisation, ça décuple quoi? Ça décuple la pulsion d'emprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus masculin que la pulsion d'emprise. C'est-à-dire que là, on lâche rien. On lâche rien. Voilà. Donc ça va très bien, ça va complètement dans le sillon de la lettre de Freud à Einstein. Hein. Ça va complètement dans le sillon. La pulsion d'emprise, ça peut être très féminin aussi, je suis désolé là. Bon. Ah non, il ne faut pas exagérer là. Bon. C'est trop simplificateur ce que vous dites. Non. Bon, je continue, d'accord? On discutera après. Hein. Donc ça fait des réactions, c'est bien. Non. Alors que cette menace, justement, de la féminisation, c'est quoi? Hein? Eh bien, c'est d'abord un montage, justement. C'est un montage psychique, hein? C'est-à-dire que c'est le fantasme d'un père qui féminise. Hein? Mais structurellement, c'est incontournable. Voilà. Et ça n'échappe à personne. Sauf que les hommes de pouvoir le refusent, voilà, le refusent et le rejettent violemment, et le rejettent d'abord sur les femmes. Voilà. Et aussi sur les
donc sur les homosexuels dans certains pays, etc. Pourtant, ce moment de féminisation, c'est aussi ce qui fait que l'Oedipe se clôt, hein, dans le développement, ça se clôt sur une répartition des tendances psychiques bisexuelles, entre celles qui restent masculines et celles qui sont dévolues à la féminisation. Alors justement, maintenant je vais en parler. Ce qui se passe, c'est que j'ai parlé du masculin. J'ai dit que c'était très masculin. Et il y a des femmes qui sont très masculines et qui ont beaucoup d'emprise sur les hommes. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je parle du masculin. Donc... Sur l'enfant. Oui, absolument. Sur l'enfant, même les hommes, il y a des hommes battus, hein, je veux dire. Bon, là, je vais parler du deuxième axe. Hein, du deuxième axe de mon développement. Parce qu'en même temps, si cette résurgence de la bisexualité psychique, ça fait exploser la haine, ça fait aussi flamber à côté du sexe fixe, le sexe binaire, homme-femme, hein, ça fait flamber donc la notion de genre. Alors, la binarité des sexes comme norme, s'est mise à se déconstruire. Alors ça, c'est une idée hein, qui est partie quand même beaucoup de Derrida, hein, que je trouve très intéressante, la déconstruction par la voie du genre. En tout cas, en contrepoint de la fixité des deux sexes anatomiques, l'idée sexuelle psychique, fondée depuis toujours sur l'opposition masculin-féminin, se laisse aujourd'hui se démultiplier en une infinité de genres. Alors pour en parler, je vais être plus du côté de Freud que du côté de Lacan. Parce que pour moi, Lacan, je vais dire pourquoi, parlait avec son temps et sa culture, c'est-à-dire avec le discours patriarcal de l'époque, et ça a donné donc les formules de la sexuation, et que je conteste beaucoup aussi. Voilà. Donc j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi. Tandis que Freud, pourtant lui-même plongé, hein, il était plongé dans une culture encore plus patriarcale à son époque. Donc, a expliqué l'opposition masculin-féminin en restant uniquement, lui, collé au terrain, collé au terrain métapsychologique. C'est-à-dire qu'en permanence, il confronte toujours ses propres contradictions, voilà, et il n'hésite jamais à les remettre en cause, tout en restant près du psychique, hein, très préoccupé par les mécanismes inconscients. Et il évite toujours de se laisser, il me semble, en lisant, hein, j'ai tellement lu Freud, en le lisant, il évite de toujours se laisser avoir par le discours culturel. Alors que du côté de Lacan, c'est pas Lacan hein, que moi je condamne, ce que je condamne c'est les discours un peu lacaniana qui reviennent en boucle et qu'on ne sait pas très bien pourquoi on dit ça. Hein, voilà. Ça c'est pas remis en cause, c'est ça que je veux dire. Alors déjà, pour lui, donc pour Freud, le genre n'existe pas avant la puberté. Cette notion n'a de sens qu'à l'issue de la période de latence. Durant toute la période prégénitale, il n'y a pas d'opposition masculin-féminin. En revanche, il y a des tendances actives et passives. Même s'il n'emploie pas le concept de genre, qui n'existait pas à l'époque pour définir les sexes, c'est pour lui une identité, il dit bien que c'est une identité à construire. Hein. Même s'il n'emploie pas le concept de genre, qui n'existe... ce que je veux dire, c'est que... C'est-à-dire que même s'il ne l'emploie pas, c'est très important pour nous de saisir tout le travail psychique qui s'opère donc dans l'enfance, avant la construction définitive d'une identité. C'est primordial. Hein. C'est-à-dire qu'on ne naît pas femme, hein, on sait bien, Freud l'a dit, Simone de Beauvoir, etc., mais on ne naît pas homme non plus. C'est-à-dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. Voilà, c'est comme les femmes. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein, ça date depuis très très longtemps, ça remonte de Tertullien, hein, c'était quand même 200 ans après Jésus-Christ, c'est lui qui a dit ça quand même. Hein. Et donc ça a été popularisé par Erasme au XVIe siècle. Donc, on a beau avoir un pénis, on n'est pas homme pour autant. Voilà. Pourquoi c'est fondamental, donc, de repérer que le genre n'a pas de sens dans l'enfance? Eh bien, parce que c'est grâce à ce repérage qu'on peut pointer toutes les dérives, et surtout du côté médical, hein, toutes les dérives qui marquent, qui caractérisent donc notre modernité, notre hypermodernité. Par exemple, j'ai été scandalisée
j'ai été scandalisée quand on m'a raconté qu'une fille de 8 ans, qui voulait être un garçon, qui dit à ses parents, oh, ben moi j'aimerais bien être un garçon, voilà, qui voulait être un garçon, parce qu'elle voulait un pénis, donc je parlais du pénis net tout à l'heure, hein, s'est retrouvée avec le consentement des parents, avec un traitement médical qui a pour but de bloquer carrément sa croissance. Et ça, pour lui permettre de prendre le temps jusqu'à l'âge de la puberté, donc c'est bloqué jusqu'à l'âge de la puberté, hein, à 8 ans, c'est-à-dire ça va être jusqu'à 11-12 ans, quoi. Hein. Donc c'est bloqué jusqu'à l'âge de la puberté, donc pour qu'elle puisse réfléchir au genre qu'elle souhaiterait avoir. Et les parents trouvent ça formidable. Voilà. Et donc au sexe qu'elle voudra choisir, parce que là, elle ne sait pas encore très bien. Voilà. Ah ben moi je trouve ça vraiment scandaleux. Alors scandaleux évidemment, les parents c'est spécial, hein, qu'ils puissent accepter ça, mais c'est surtout scandaleux de la part de la médecine qui aujourd'hui se veut quand même, alors je ne sais pas si le terme est juste, mais un peu la secouriste, hein, la secouriste des temps modernes, il y a un truc comme ça en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'ingénue à répondre à la demande et dit que le corps, ce n'est qu'une... Et ça, je l'ai entendu par plein de patients qui étaient malades, voilà, qui suivaient des chimios et des machins, etc., qui dit ce n'est qu'une tuyauterie à réparer qu'on peut transformer. C'est la médecine qui dit ça. Hein. On sait pourtant que les petites filles, hein, à l'âge de cette petite fille de 8 ans, on sait pourtant que les petites filles se croient, aimeraient être des garçons. Hein, et qu'au stade phallique, elles ont une terrible envie du pénis, justement. Ce dont je parlais tout à l'heure. Sauf qu'à cette frustration, les scientifiques se sont mis en tête de pouvoir réparer ce préjudice. Voilà. Alors ça conduit après, évidemment, ça conduit à la dérive du transsexualisme. Alors que le genre n'a aucun sens dans l'enfance. Hein? Voilà, donc le genre n'a aucun sens dans l'enfance, donc l'identité de genre s'assigne dans l'après-coup pubertaire. Mais évidemment, l'identité de genre s'assigne dans l'après-coup pubertaire, mais elle se fonde quand même à partir des pulsions prégénitales. Hein. Ça vient à se nourrir à cet endroit-là, c'est-à-dire au fur et à mesure du développement de l'enfant. C'est-à-dire que le genre trouve ses matériaux pour se construire tout au long de cette période. Hein, je disais que dans l'enfance, il y avait les tendances, tout à l'heure je disais qu'il y avait les tendances passives, actives, hein, et bien cette bipolarité-là, active-passive, qui ne coïncide pas forcément avec le masculin et le féminin de la puberté, hein, et Freud n'arrête pas d'en parler, cette bipolarité prépare justement les paramètres de l'identité sexuelle psychique, c'est-à-dire que c'est elle qui façonne aussi la bisexualité psychique. Et Freud repère quoi? Que cette bipolarité n'intéresse que le but de la pulsion, c'est-à-dire ça n'intéresse que sa satisfaction. Donc elle donne, cette bipolarité, active-passive, ça donne à la pulsion sa texture psychique, hein, sa texture psychique dont le sujet va se satisfaire. Voilà. Se satisfaire sur un versant actif ou sur un versant passif. C'est-à-dire que tout au long du développement de la sexualité infantile, la pulsion initie le mode de jouissance à venir du sujet. Dans la préhistoire du sujet, hein, le geste maternel, justement, parlons-en, le geste maternel lui-même joue un rôle déterminant dans la construction du genre, quand même, hein, c'est-à-dire en termes de féminisation et de masculinisation. Voilà. Par exemple, dans sa conférence de 1933, Freud observe que la mère est, dans tous les sens du terme, active face à l'enfant. Hein, et pourtant, c'est une femme. Voilà. Donc elle est active, donc elle a le côté masculin, etc. Voilà. De l'allaitement, on peut aussi bien dire, c'est Freud, je cite Freud, hein, de l'allaitement, on peut aussi bien dire, elle allaite l'enfant qu'elle se laisse allaiter par l'enfant. Voilà. Autrement dit, le sujet de sexe masculin peut aussi bien être agi par les dispositions passives. Hein, c'est très important. C'est-à-dire que ce rapport mère-enfant, ça participe en aval à la féminisation chez les deux sexes. Ça participe en aval, c'est-à-dire que bien avant l'intervention du père, qui elle se produit donc beaucoup plus au stade phallique. Voilà, avec le fantasme de l'enfant battu, ça provoque
avec le fantasme de l'enfant battu, donc ça provoque tout autant chez les deux sexes des satisfactions actives et passives. Hein, et ça donne en plus, au stade phallique, comme vous le savez, ça donne en plus à la féminisation son érotisation, son érotisme. Et ensuite, avec le support morphologique qui l'accueille, hein, la dialectique actif-passif va se prolonger à la puberté dans le masculin et dans le féminin. Voilà. Freud dit que se produit à cette période entre les deux opposés, hein, je le cite, hein, entre ces deux opposés, ça provoque une soudure métapsychologique. Ça donne l'identité de genre et donc aussi toutes ces nuances infinies dont on parle donc aujourd'hui. Alors pourquoi apparaissent seulement aujourd'hui toutes ces nuances de genre, comme le transgenre, le transsexuel, l'intersexué, le genre neutre, hein, le genre incertain, androgyne, troisième sexe, etc. etc. Hein. En Angleterre, ils en auraient dénombré une cinquantaine. Voilà, je n'ai pas tout regardé. Hein. Donc c'est clair qu'avec la bisexualité psychique, hein, sortie de son refoulement, le féminin donc s'infiltre maintenant partout sur le terrain phallique. Hein. C'est l'histoire du pénisnène. Hein. Il n'est plus réprimé. Du coup, il imprègne à des degrés différents et multiples l'identité sexuelle. Ces nuances de genre existaient déjà avant, voilà. Mais ça se taisait. C'est parce que le féminin a flambé à un moment donné que ça a fait exploser donc cette notion. Et donc, ça a fait exploser cette notion parce que ça a fait lâcher quelque chose, ça a fait lâcher le côté binaire du sexe, c'est-à-dire cette différence d'anatomie. Hein. C'est-à-dire ça a fait lâcher cette différence d'anatomie vue d'abord sur son versant hiérarchique, c'est-à-dire complètement arbitraire. Voilà. Eh bien, au-delà de cette hiérarchie des sexes, ça a fait lâcher aussi l'idée que la division des sexes, le masculin d'un côté et le féminin de l'autre, était une norme incontournable. C'est-à-dire que ça a fait lâcher ça. Hein. Avec l'hétérosexualité, c'était une norme à laquelle il fallait s'identifier absolument, sinon on était déviant. Voilà. Maintenant, du côté de la norme, il y a un flottement. Voilà. Du côté de la norme, il y a un flottement. D'ailleurs, la norme hétérosexuelle est rejetée. Hein. C'est rejeté par ceux qui sont en crise d'identité de genre. Souvent, c'est plutôt du côté de l'homosexualité. Hein. Voilà, par exemple, une petite anecdote qui m'est arrivée à Londres, où je faisais partie d'un groupe de travail. J'ai été exclue de ce groupe de travail. C'était un groupe de travail sur sexualité et politique. Donc un groupe de travail qui était composé de psychanalystes homosexuels ou de personnes qui étaient en plein protocole de changement de genre. Voilà. Donc, on m'a reproché, et c'est vraiment un truc dingue, c'est-à-dire qu'on m'a reproché d'être hétérosexuel. C'est vrai qu'il y avait que moi qui était hétérosexuel, apparemment. Hein. Et donc, on m'a reproché d'être hétérosexuel parce que mon discours allait forcément être perverti par l'idée de la binarité des sexes. Voilà. Tellement, dans ce groupe-là, la différence des sexes était effacée, et c'était effacé du débat. C'était effacé du débat, et c'était même effacé par rapport à mes partenaires qui étaient là. Enfin, il y avait quelque chose qui était... Voilà, il y avait... Voilà. Alors, du coup, je me suis presque sentie, moi, en faute d'être hétérosexuelle. C'était un drôle de... Enfin, ça a été vraiment un drôle de sentiment. Voilà. Donc, ce féminin qui côtoie aujourd'hui étroitement le masculin, hein, et en toute légitimité, ça a atténué la hiérarchie des sexes, donc la binarité du genre, et du coup, ça a donné toutes ces multitudes de genres. Et pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Bon, ça, c'est à discuter. Du moment que chaque sujet se sente en adéquation avec son désir, c'est ça notre rôle de psychanalyse quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ces genres intermédiaires, voilà, on va dire, peut-être comme l'homosexualité, tout comme l'homosexualité, ça a toujours été, hein, ça a toujours été. Sauf que comme c'était réprimé, c'était ciblé par les sexologues d'avant comme des bizarreries de la nature, des maladies sexuelles ou mentales, ou perverses, etc. C'était connoté d'une faute, toujours. Alors qu'aujourd'hui, ça se vit au grand jour. Voilà. Et c'est vrai que ce féminin qui s'est libéré, ça a soulagé quelque chose sur l'idée
de la féminisation elle-même. Ça a soulagé quelque chose sur cette idée de féminisation qui est sortie avec la bisexualité psychique. Hein. C'est-à-dire cette féminisation vue par les hommes, on va dire d'avant, entre guillemets, voilà, comme quelque chose d'insupportable. Avant, c'était vu comme quelque chose d'insupportable ou quelque chose d'honteux, donc rejeté sur les femmes. Et tout d'un coup, c'est comme si la satisfaction pulsionnelle éprouvée du côté passif devenait tout d'un coup acceptable. Il y a ça qui se passe aujourd'hui, hein, quel que soit le sexe anatomique. Voilà, c'est-à-dire que la culpabilité qui collait au féminin, ça a sauté ça. Hein. Les gens, surtout la jeune génération, ont commencé à ne plus avoir d'a priori. Je vois du côté des patients, etc. Il n'y a plus d'a priori. Du coup, le féminin se voit revalorisé et le masculin est beaucoup moins, justement, affublé d'un pouvoir particulier. Il a presque perdu, on va dire, sa notion de domination, presque, hein, puisqu'il y a quand même encore tout un... Voilà, et donc, en contrepartie, le féminin a repris donc sa dimension légitime, tout simplement. C'est-à-dire que les femmes, c'est pied d'égalité, quoi. Donc ça assouplit la notion de genre au point où ce qui a changé, c'est qu'on peut se penser, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je vois ça dans la clinique, hein, je vous parle là quand je vous parle que de la clinique, c'est qu'on peut se penser plus facilement aujourd'hui homosexuel, par exemple, ou bisexuel même. Hein. C'est-à-dire que les jeunes, même s'ils se pensent hétérosexuels, j'en entends plein, les jeunes filles surtout, hein, qui s'essaient à l'homosexualité parce que le féminin fait partie finalement de leur identité et elles ont des expériences un peu tout en sortant aussi avec des garçons et puis voilà. Bon, il se passe ça et c'est plutôt voilà, hein, c'est plutôt relax, plutôt décontracté. Donc c'est-à-dire que c'est quelque part elles assument ou ils au pluriel, enfin ils, hommes et femmes, assument aujourd'hui plus facilement leur bisexualité psychique. Et je pense que ce n'est pas je pense que c'est pas pour ça que les jeunes contournent ou réfutent pour autant, hein, les jeunes, aujourd'hui qui sont plus à l'aise avec le genre, voilà, c'est pas pour ça qu'ils réfutent pour autant la castration symbolique. Ça ne les empêche pas d'accéder à leur division subjective, c'est clair, voilà. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que du côté du genre, rien n'a changé. Ça a toujours été ces multitudes de genres, ça a toujours existé, quoi. Ce qui fait symptôme à notre époque, c'est notre étonnement de voir fleurir donc ce désir qui s'autorise à choisir son genre. Ça bouscule les dogmes. Il y a quelque chose au niveau des dogmes, au niveau des pensées établies, etc., qui est très bousculé aujourd'hui. Avant, le symptôme, c'était la suprématie du masculin, c'était le symptôme avant. Hein. Et donc la répression du féminin, c'était un symptôme, et donc la répression du choix de son genre. Voilà. C'était le choix de son corps, le choix anatomique, et rien d'autre. Hein. Et je pense que quelque part, il y a des, je ne dis pas tout le monde, hein, parce que je vais encore faire, voilà, mais il y a des psychanalystes quand même qui ont beaucoup participé à maintenir, je veux dire, ce symptôme en vigueur, en déclarant par exemple que la castration symbolique correspondait à quoi? À une division des sexes qui ne pouvait aboutir qu'à l'hétérosexualité. Alors sinon, c'était un délit de castration. Ça, c'est vraiment important à réfléchir. Je veux dire, c'est important à réfléchir. Parce que par rapport à des patients homosexuels, je vois mais comment leur cure avance, comment dans leur vie des choses se symbolisent et dans tous les domaines, etc. Je vois pas, il y a la division est là, hein, la division subjective est là, et je vois pas pourquoi on pourrait dire qu'il y a un contournement là. Hein, la castration symbolique, elle est toujours opérante aujourd'hui. Hein. Elle est toujours opérante aujourd'hui, j'insiste. Hein. Elle correspond justement pour le sujet, elle correspond à quoi? À l'acceptation de sa propre féminisation. Avec l'histoire de la bisexualité psychique, on le voit comment fonctionne la castration aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, donc, ça correspond à l'acceptation de sa propre féminisation réalisée psychiquement, donc comme je le disais tout à l'heure par le père du fantasme. C'est qu'une idée, hein, l'histoire, c'est le fantasme, hein, et ça c'est invariant. Et donc cette féminisation,
on va dire que ça n'a jamais été aussi flagrant. Hein. Et donc, entrer dans sa dimension symbolique, ce n'est pas une histoire de normes. Voilà. C'est pas une histoire de normes, c'est-à-dire ce n'est pas faire l'amour comme papa et maman et être hétérosexuel. C'est pas ça. Moi, je ne crois pas que ce soit ça la dimension symbolique. Hein. D'ailleurs, de rentrer dans ce registre symbolique, c'est vraiment un ordre qui ne correspond qu'à un ordre subjectif. Le symbolique ne correspond qu'à un symbolique privé au sujet. Toujours, il n'y a pas un ordre symbolique général, etc. Voilà. Donc, au fond, il s'agit d'autre chose quand on parle. Voilà. Au fond, la castration symbolique, c'est quoi, hein? C'est de réaliser que le phallus, personne ne l'a, en fait. Hein. Le phallus n'apparaît uniquement en fantasme, hein, ça apparaît en fantasme, hein, c'est sûr, c'est un fantasme. Dans une rencontre à deux, que cette rencontre soit hétérosexuelle ou homosexuelle. Voilà. Qu'il soit homme ou femme, le sujet accepte que le phallus, il ne l'a pas. La féminisation, c'est accepter de ne pas l'avoir. Donc, du coup, voilà, il peut s'autoriser après toutes les formes de genre du moment qu'il se sent légitime dans celui qu'il a choisi, hein, le sujet. Voilà. Bon, sinon, effectivement, il faut faire attention parce que là où ça fait aussi réellement symptôme, cette histoire-là, quand même, aujourd'hui, si on ne comprend pas tous ces méandres psychiques, on va dire, hein, ce qui fait réellement symptôme aujourd'hui, hein, et là où il y a déni de castration, c'est du côté de la médecine. C'est du côté de la médecine, c'est-à-dire que la médecine, elle contourne en force le sujet et son inconscient. Voilà. Et du coup, avec ces histoires de genre et de transgenre, elle met le sujet en péril avec son interventionnisme, voilà, qui n'est porté que par l'ambition, hein, de pouvoir devenir maître de la vie et de la mort. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les risques avec le transhumanisme, l'homme a augmenté, etc. Voilà. Bon, en conclusion, je voulais faire un tout petit résumé des deux, mais je pense que c'est pas la peine. Je vais le faire. D'accord, ok. Voilà, je vous remercie beaucoup.